5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Les semences, on les oublie souvent, pourtant elles sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, mais elles sont menacées de diversité. Depuis le début du XXe siècle, soit 15% des légumes, des fruits et des céréales ont disparu. Pourquoi on a abandonné les variétés locales au profit des semences industrielles hybrides et OGM, entendez bien sûr, organismes génétiquement modifiés? Comment en est-on arrivé là? Quels sont les enjeux liés bien évidemment aux semences? Quelles conséquences sur l'agriculture, les agriculteurs, les consommateurs et la biodiversité? Eh bien, des résistances s'organisent avec des paysans qui produisent leurs propres semences. Comment préservent-ils la richesse de la biodiversité? Nous en parlons bien sûr dans le forum de discussion. Et puis, on s'intéressera aussi à la production halieutique dans notre pays. Les baraques reviennent de moins en moins chargées de poissons entre la concurrence folle et féroce des chalutiers étrangers et les méfaits de la pollution. La production halieutique est en baisse et les importations de poissons congelés augmentent. Pourquoi et comment faire pour sortir de l'auberge? On en parle avec Will Apollinaire Tchouki, Alain Toussaint, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Et puis le doyen Sabo qui est toujours avec nous. Bonjour et bienvenue, M. Sabo. Merci donc d'avoir répondu une fois encore à l'appel de la nation pour bien évidemment discuter des sujets d'intérêt. Quand on parle de semences, on sait que vous êtes particulièrement intéressé, vous êtes principalement intéressé, je veux dire. Alain Toussaint, avant de venir donc au doyen Sabo qui en milieu de semaine dernière avec le réseau Djinokon a tenu quand même une activité bien évidemment dans ce sens. On va parler de ce que c'est que les semences. Si on doit définir terre à terre une semence pour un quidam, enfin pour un enfant, c'est quoi? Bon, les semences, est-ce qu'on peut... tout le monde connaît les semences, hein, je crois. C'est tout ce qu'on met en terre et qui germe et qui permet donc d'avoir... on peut avoir les céréales pour manger, on peut avoir donc des fruits. Bon, donc c'est un ensemble donc de... comment on appelle, c'est les semences qui permettent de nourrir tout le monde. Donc je ne sais pas s'il y a autre définition à donner des semences, mais c'est ce que je peux dire de façon concrète, c'est un peu ça. Et tout le monde a déjà vu des semences parce que quand tu manges du maïs ou quand tu prends de l'arachide chez la bonne dame à côté, tu sais que tout ça là, il a fallu qu'on mette quelque chose en terre qui va germer et qui permet donc aujourd'hui donc d'avoir de la nourriture à la maison. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon terre à terre. Quand on parle de semences, voilà quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, on a quand même l'impression, et d'ailleurs les statistiques le prouvent, depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle, c'est les années 1900 bien sûr, sont 15% des légumes, des fruits, des céréales ont disparu. Alors que j'étais un peu choqué en lisant quand même, en tombant sur cette statistique. Non, je crois qu'on ne doit pas être choqué. On se rend bien compte que c'est l'industrialisation, l'ère de l'industrialisation. Donc le secteur semencier n'échappe pas à cette industrialisation. Et c'est tout ça qui a conduit, disons, à cette convention internationale sur la protection donc, des obtentions végétales UPOV en 91. Parce que à un moment donné, on s'est dit comment on peut nourrir, parce que nous sommes toujours en train de lutter contre la faim. Donc, d'aucuns ont pensé que en faisant du secteur semencier, en introduisant l'industrialisation, on pourrait rapidement pouvoir nourrir donc, le monde, puisque l'un des ODD, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté. Avant les ODD, avec les OMD, c'était également ça. Il faut donc nous avons une partie donc des humains aujourd'hui qui n'arrivent pas à se nourrir. Et on pense que si on fait une production à grande échelle, on pourrait rapidement atteindre donc cet objectif-là. Donc c'est tout ça qui a amené le débat donc sur la question donc des semences. Or, effectivement, on se rend bien compte, depuis l'introduction donc, de ces nouvelles semences, des sélections qui ont été faites, donc on se rend bien compte que le revers, c'est qu'on a des semences locales, traditionnelles, donc des paysans, qui sont en train progressivement de disparaître, parce que justement, c'est les effets néfastes donc, de ces OGM, parce que là où on les utilise,
d'abord, si on ne les utilise pas bien, elles ont des conséquences sur donc, les variétés locales. Donc, c'est ce qu'on a pu observer. Or, on sait très bien, aujourd'hui, quand on connaît l'Afrique, 80 à 90% donc, des céréales qui nourrissent donc, les Africains proviennent donc des semences traditionnelles, des semences donc, des paysannes. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel on est. Et justement, on s'est rendu compte que cette ère d'industrialisation donc, des semences fait qu'aujourd'hui, en Afrique, donc, les semences locales n'ont pas été protégées. Contrairement, disons, à l'Europe ou à l'Amérique du Nord, où ils ont pris le temps de protéger leurs semences avant donc d'ouvrir le marché. Parce que c'est un marché qui a été donc créé. Et donc, on introduit donc, de nouvelles variétés donc, de semences en disant que bon, ça va rapidement pouvoir donc, nourrir le monde. Et l'Afrique, qui aujourd'hui est appelée aussi à rejoindre ce mouvement-là, n'est pas encore préparée ou n'a pas pris toutes les dispositions pour sécuriser donc, les semences locales qui nourrissent donc les Africains. Donc voilà un peu le débat donc, qui peut être ramené à une seule question. Faut-il véritablement donc, ouvrir le marché qui reste limité dans les pays africains? Faut-il ouvrir ce marché donc, de semences aux grosses industries? Donc voilà un peu la question. Est-ce que l'Afrique est préparée véritablement contre les autres pays, effectivement, à pouvoir donc, aller sur ce marché-là? Donc c'est un peu ça. Alors, William Apollinaire-Tchouki, quels sont les grands enjeux aujourd'hui liés aux semences? Les grands enjeux liés aux semences, si on y prend garde, c'est les autres qui vont dicter ce que nous allons manger. Ça veut dire que si on a faim, on les demande d'abord que donnez-nous les choses, et puis c'est quand ils seront prêts à nous donner qu'ils vont nous donner. L'autre chose, c'est que parfois quand les gens vous envoient les semences, c'est accompagné de toute une itinéraire. Et parfois ces itinéraires demandent l'utilisation à forte dose d'engrais chimiques. Et là, puisque nous parlons de dégradation de terre, de terres improductives, je ne sais pas que c'est encore du changement climatique, alors là, si on n'y prend pas garde, il y aura plus de gens en Afrique qui ne mangeront pas, comme on le dit, 3 fois par jour, mais 2 fois, mais il y en a même qui ne trouvent même pas 1 fois par jour. Donc, si on a cette dépendance par rapport aux semences, l'Afrique sera aura plus en plus faim. Donc, par conséquent, il faut tout faire pour sauvegarder la semence des paysans africains. Alain, comment tu n'as pas dit la chose? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est embarqué dans un mouvement qu'on appelle globalisation, mondialisation si vous voulez. Alors, ce mouvement, nous, pays africains, on est un peu en retard. On est en retard parce qu'on n'a pas pris de dispositions au départ pour protéger toute la semence que nous avons. Et on est embarqué dans ce mouvement. Alors, est-ce qu'il faut attendre que l'Afrique aussi sauvegarde tout ce qu'il y a comme patrimoine semencier, avant d'embarquer dans ce mouvement? Il y a cette force qui nous draine, qui nous apporte pour dire, OK, allez-y vite, vous êtes en retard. Et si on dit, OK, on va suivre le train qui est en marche, alors là, c'est nous qui allons avoir toutes les difficultés demain. Parce que nos paysans n'ont pas cette même force que les paysans européens, américains et que sais-je encore. Ils n'ont pas cette même technologie, mais cette pratique qui leur permettra de sauvegarder leur semence, même si on demande à ce que chacun dans son champ puisse avoir quand même des greniers pour sauvegarder ses semences. Mais on n'a pas encore cette force de le faire. Mais au même moment, je fais une nuance. Ce mouvement qui est lancé, il faut aussi qu'on y prenne. Enfin, qu'on ne prenne pas à ce mouvement, sinon on sera en retard. D'accord, très bien. Alors, M. Sabou, on vous a vu avec le réseau d'Inokon, évidemment, faire un certain nombre de dénonciations au sujet des semences. De quoi s'agit-il concrètement? Merci, on n'a pas dénoncé. Nous sommes dans une démarche de plaidoyer. D'accord. Parce que c'est tellement sérieux. Si on voit semences, M. Toussaint a déjà commencé par dire ça, il y a aussi les semences animales. Il y a les semences pisciques, c'est-à-dire au niveau de pisciculture aussi, il y a aussi ces semences-là. Si on va dans le monde de la médecine, là-bas aussi c'est de la semence. Et lorsqu'on parle de semences, c'est le système alimentaire de tout un pays qu'on prend en otage. Ce que nous disons ici, c'est très sérieux pour le Bénin, pour l'Afrique et pour le monde entier. Parce que celui qui prend possession de ta semence, de son système alimentaire,
système agricole, c'est-à-dire si tu dépends de ça, il vaut mieux pour toi de ne pas exister. C'est pour ça que nous avons dit que les semences paysannes, surtout, les systèmes semenciers paysans sont en danger. Pourquoi? Depuis que le monde est né, même avant que nous naissions là, Dieu a dit, je crée le ciel et la terre. Lorsqu'il a créé la terre, il a mis tout ce qui est biodiversité dessus gratuitement pour l'humanité. C'est comme la femme qui est enceinte et attend son bébé. C'est-à-dire, on n'a pas préparé la femme pour que le bébé vienne souffrir. La première nourriture du bébé, c'est le lait. Donc, on a préparé la femme jusqu'à ce qu'à 9 mois, 8 mois, si le bébé sort, il doit pouvoir téter. Donc, Dieu a préparé tout pour l'homme avant que l'homme ne naisse. Et il dit, je te donne tout ça. Dieu n'a pas préparé une voiture. Dieu n'a pas préparé le micro. On sait que le micro, celui qui l'a fabriqué peut avoir un droit de propriété dessus. Ici, ce que nous dénonçons, c'est le fait de mettre des brevets et des droits de propriété sur la vie, le vivant, qui n'appartient à personne. C'est le premier défi, ça. Le deuxième problème, c'est économique pour ceux qui ont intérêt à faire ça. Parce qu'ils ont dit, pour nous, il s'agit des semences de haute performance, des semences hybrides. Monsieur Toki l'a dit, pour avoir les semences hybrides, les semences de haute performance, il faut les mettre dans des conditions données. On ne peut pas avoir ces semences sans utilisation abusive, massive d'herbicides, de pesticides, d'engrais chimiques. Lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les terres. On réduit la biodiversité parce qu'on a dit que ces semences vont obéir à 4 conditions. Elles doivent être homogènes, stables, elles doivent être nouvelles, elles doivent être, etc., etc. Si vous faites ça, si on prend un maïs, un grain de maïs par exemple là, c'est une grande diversité de gènes d'abord dedans. Mais lorsqu'on dit homogène, ceci, on réduit tous les gènes qui sont dans cette semence-là. Donc on réduit la biodiversité. Deuxième chose, on met des brevets dessus pour dire nous sommes les seuls à pouvoir vendre cette semence-là. Troisième chose, on exclut tous les petits paysans qui détiennent plus de 80% de ces semences-là chez nous. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Alors que nous savons que, par exemple au Bénin ici, on sait que c'est 70% de ces petits paysans qui nous donnent à manger. Ils contribuent à plus de 15% au budget national. Les produits d'exportation, c'est eux qui font ça à 80%. Si on arrive à éliminer tout cela, que deviendra notre agriculture? Que deviendra notre système alimentaire? C'est de ça que nous parlons. Et il se fait que il y a des gens ici, en Afrique, des institutions qui soutiennent ces choses-là. La CEDEAO est dedans. Nous avons appris. Nous sommes inquiets parce qu'il y a des structures insoupçonnées. La FAO, par exemple, ils ont fait des études pour voir le taux d'adoption de ces semences-là au Bénin. Ils ont vu qu'il y a des résistances parce que depuis longtemps, il n'y a que entre 12 et 15% des paysans qui ont adopté ces semences dites hybrides ou bien de haut rendement. Et ils veulent tout faire pour pénétrer, pour aller davantage. Si on fait ça, nous irons à la dépendance. Nous irons à l'exclusion des petits paysans. Et l'exemple est devant nous. Ils nous ont dit, si le Bénin est passé de 700 000 tonnes de coton à 583 000 de coton cette année, c'est à cause de la guerre. Ça veut dire que tout notre système alimentaire dépend de l'extérieur. Nous ne dénonçons personne, c'est ce que nous pensons. Moi, je ne suis pas un sélectionneur. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne suis pas un vendeur de semences. Je ne suis qu'un citoyen. Et je veux que demain, nous puissions avoir le maïs à 200 francs le kilo. Vous savez, avant, le manioc là, si vous demandez à acheter le tongoro de Gary, c'est 35 francs, 50 francs, 75 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 500 francs. Lorsque les gens vont prendre notre système alimentaire en otage, nous risquons de ne plus rien acheter. Non, écoutez, j'ajoute deux phrases.
Vous savez que notre agriculture est dépendante de l'eau, naturellement. Aujourd'hui, on sait que c'est l'eau seulement. Il s'agira après des semences. Parce qu'ils vont dire, moi là, je ne vous vends pas ça. S'ils décident de ne pas vous vendre les semences, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et le peuple veut deux choses. Le peuple veut la paix et le pain. Si le peuple n'arrive pas à avoir le pain, il peut être amené à décréter une situation de non-paix. Nous, là, on ne veut pas ça. D'accord, très bien. On va écouter Alain, justement, qui a fortement envie de réagir. Oui, en fait, je pense que tout de suite, le doyen a mis le doigt sur la plaie. Le doigt sur une situation. Les conséquences que peut-être auxquelles on pourrait, les paysans, surtout les petits paysans, auxquels ces petits paysans auront à faire face. Mais il faut dire, pour les tenants, c'est-à-dire ceux qui soutiennent cette convention internationale sur la protection des obtentions végétales, le pauvre, c'est qu'en réalité, eux, ils pensaient, j'avais parlé ils pensaient que c'était un raccourci pour véritablement lutter contre la faim. Mais également, ils pensaient que en introduisant des semences nouvelles, variétés nouvelles et autres, c'était pour promouvoir la transformation agricole, grâce à l'émergence donc de ce secteur semencier. En fait, derrière ça, voilà les arguments qu'ils défendent. La deuxième chose, c'est de mobiliser des investissements étrangers pour que, effectivement, dès lors que le marché sera ouvert, on aura des industries qui vont se créer, des industries de semences, qui vont produire suffisamment de semences. Et donc, ouais, c'est pour eux, ça permet de mobiliser un certain nombre d'investissements. Le troisième argument, c'est que on aura maintenant nous avons des institutions de recherche en matière donc de semences et autres. Vous allez à l'IRA, par exemple. Donc, ces institutions elles-mêmes seront portées à breveter un certain nombre de semences à l'issue des recherches. Et donc, avec ta licence, c'est qu'effectivement, il y a des revenus substantiels que ces institutions pourront engranger. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà des arguments que ceux qui soutiennent l'ouverture du marché semencier au niveau mondial, voilà des arguments. Mais on a remarqué, parce que c'est en 91, on a demandé le processus de ratification. 72 d'abord. Oui, 72 d'abord. Après 78. Oui. Et après puis 91. Aujourd'hui, donc la convention, celle de 91, qui aujourd'hui est sur la table donc de nos honorables députés. Aujourd'hui, on parle de l'UPOV 91 parce que il y a eu une véritable marche. Mais il y a un annexe qu'on a maintenant en 99 qu'on a ajouté et c'est avec cette annexe-là, maintenant, qu'on a voulu ouvrir maintenant le marché pour que, effectivement, il y ait maintenant donc, des sélections qui vont permettre d'avoir des variétés qui vont beaucoup plus nourrir le monde. Mais ce qu'on a constaté, quand on fait l'évaluation des premiers pays qui ont adhéré donc, à cette convention, on s'est rendu compte que les promesses qui avaient été faites, c'est-à-dire la transformation agricole, la mobilisation des investissements et tout ça, on s'est rendu compte que ces promesses-là, que ces attentes n'ont pas été comblées. Absolument. Pour les premiers pays qui ont adhéré à cette convention-là. D'accord. Parce que justement, on s'est rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces pays n'étaient pas préparés à entrer. Contrairement aux pays de l'Union européenne, qui, avant donc d'adhérer à cette convention, ont pris le temps d'inventorier tout ce qu'ils avaient comme patrimoine semencier. Non seulement l'inventaire a été fait, mais ils ont pris le soin de breveter cela. Et donc, c'est quand ils ont fini tout ce travail qu'ils ont dit, maintenant, on est prêt pour aller à cette convention, pour adhérer à cette convention, parce que là, nous avons déjà sécurisé nos semences. On peut aller voir maintenant dans le marché ce qui pourrait nous intéresser. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que ce qui se passe, c'est quoi? On peut, dès lors qu'on ouvre le marché, vous irez acheter des semences qui ne seront pas adaptées à vos réalités. On parle de semences, il faut avoir une terre, et les terres n'ont pas les mêmes caractéristiques ici au Bénin que, je ne sais pas, qu'en Argentine. Donc. Or, dès lors que le marché est ouvert, donc bon,
Les semences peuvent circuler comme... Les semences maintenant vont circuler comme comme tout produit ordinaire. Comme les téléphones. Or, il s'agit ici, comme il a dit, d'un système alimentaire. Il a dit, donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il n'y a pas d'avancée réelle au niveau des pays qui ont adhéré les premiers. Je crois qu'en Afrique, on a un certain nombre de pays. Après, j'entends maintenant que le Ghana veut venir. Le Ghana veut venir, bon, voilà. Donc, alors, il y a quand même que le Bénin envisage une législation en la matière. La loi est même sur la table des non, elle a voté la loi, sur la biosécurité. oui, on a la loi sur la biodiversité. Mais ce qui est, c'est pas la même chose. Mais ce qui est sur la table des députés, c'est cette convention LUPOV où le Bénin doit ratifier cela pour pouvoir dire j'adhère aussi à cette convention-là. Donc, est-ce que le Bénin est prêt? Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le Bénin est prêt véritablement à aller vers ce marché désormais ouvert? Monsieur le ministre de l'Agriculture, en vertu des pouvoirs... Bon, il a quitté l'intérieur... environnement pour l'agriculture. On va finir. En vertu des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, je le décrète ministre de l'Agriculture. William Apollinaire-Tchouki. Non, ce que moi je voudrais dire... Est-ce que le Bénin est préparé? C'est la question que j'allais vous faire. Est-ce que le Bénin est préparé justement à faire face, à entrer dans ce mouvement? Pour moi, non, on n'est pas encore préparé. Et je m'explique. Tout à l'heure, Alain a commencé par évoquer quelques pistes qui font peur aujourd'hui, pour montrer que notre pays n'est pas encore préparé. Par exemple, encore d'autres exemples pour montrer que notre pays n'est pas préparé. Il a donné l'exemple, par exemple, des pays européens qui ont pris le soin de protéger tout leur patrimoine semencier avant d'intégrer ce marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ouverture du marché semencier, on ne peut pas y échapper. Ça, là, il faut le reconnaître. Je vais prendre un exemple à tout hasard. On a dit qu'il y a une stagiaire allemande qui est venue travailler ici au Bénin sur notre fromage, le wagashi, que nous avons partout dans notre pays, que vous allez à Dassa, au nord du pays, dans d'autres localités dans le zoo, qui est parti et qui a breveté ce wagashi. Ça veut dire que c'est lui qui détient le brevet sur ce produit béninois. Cela montre toute l'ouverture, ou du moins cette négligence qu'il y a de notre côté. Je comprends un peu l'inquiétude de M. Sagbo, mais que faisons-nous à l'interne pour protéger le patrimoine semencier? C'est cela justement. On ne fait rien pour protéger, mais au moins le mouvement est là. Ça va nous prendre. Certes, on a des lois qui nous permettent peut-être de pouvoir contrôler cela. M. Sagbo n'est pas d'accord avec moi. Moi, je pense que la loi sur la biosécurité, quelque part, pourra nous permettre de protéger un tant soit peu cela, selon moi. Donc, je dis, le Bénin n'est pas encore prêt pour le mouvement, mais le mouvement qui a déclenché, on ne peut pas y échapper. Alors, M. Sagbo, il y a quand même que des résistances s'observent dans les rangs des paysans, des producteurs qui eux-mêmes produisent leurs propres semences. Oui, c'est ça que j'ai dit. D'abord, il faut lever beaucoup d'équivoques. La loi sur la biosécurité n'est pas une loi qui protège les semences. C'est ceux qui acceptent les OGM. À partir du moment où vous avez signé le protocole de Cartagena, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il y a des risques liés aux OGM, à l'introduction des OGM. Vous êtes d'accord pour ça? Maintenant, si vous êtes prêts pour amener des OGM dans votre pays, compte tenu des risques, vous devez avoir une loi sur la gestion des risques et la prévention des risques. Ce n'est pas la même chose que ce dont nous parlons maintenant, qui est semence. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, si on revient à la question qui a posée, qu'est-ce que nous faisons? Ou bien votre question, c'est ça? Bien sûr, les résistances des paysans qui fabriquent eux-mêmes leurs propres semences. Ce n'est pas seulement ici. Si on parle de Via Campesina, ce n'est pas au Bénin, ce n'est pas en Afrique. C'est dans le monde entier qu'on a vu que les systèmes semenciers des paysans sont les mieux adaptés au temps, à l'espace. Si on prend une semence, il y a une multitude de gènes qui permettent à cette semence-là de résister aux chaleurs, aux intempéries, à ceci, à cela. Et il n'y a pas de... comment comprenez-vous que le maïs, qui n'est pas d'origine béninoise, africaine, mais d'origine mexicaine, vient s'adapter à nos conditions ici? Si ce maïs était dans les mains des multinationales, il aurait disparu depuis. Parce qu'on est allé chercher une seule chose de cette multitude de gènes pour dire on a fait une semence uniforme.
C'est pour ça que les paysans ont dit, nous là, nous voulons être indépendants, nous voulons continuer à faire notre sélection, parce que le paysan aussi est un sélectionneur par excellence. Il dit, compte tenu de nos connaissances, de nos pratiques, nous voulons continuer à être indépendants et compter dans le système semencier. Parce que rien, vous comprenez, je ne voulais pas parler de l'UPOV. Maintenant, l'UPOV est en plein dans le débat. Non, mais le sujet, c'est l'UPOV. Ah, on n'a pas dit ça avant. Maintenant, je suis heureux. Le sujet, c'est l'UPOV. Non, je suis heureux que... On ne peut pas parler de semences sans parler de l'UPOV. Ok, maintenant, je suis très heureux que ça soit... Je vous ai déjà dit, l'UPOV est un système d'exclusion de deux choses. De la biodiversité. Parce qu'à partir du moment où vous dites que, ah oui, la zone doit être distincte, homogène, stable et nouvelle, c'est que vous faites une sélection qui élimine la biodiversité. Alors que nous, là, nous voulons la diversité des semences. Parce que lorsqu'il y a un événement malheureux qui survient dans ces semences, on ne peut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler vos semences homogènes, tout ça là est immédiatement attaquable. Mais dans la diversité des autres là, vous ne pouvez pas tout tuer. C'est ça la richesse. Deuxième chose, tous les nombreux petits paysans qui nous donnent, qui ont les connaissances pour conserver, multiplier, protéger, ceci, on les élimine du système. Qui perd? C'est nous qui perdons. Et après, ils ne reconnaissent même pas du tout les systèmes semenciers paysans. Le pauvre, c'est ça. Rien. C'est des petits, c'est des quelques riches qui ont pris en monopole ces semences-là. Les gens savent de ce que je parle. C'est des milliardaires qui ont pris en possession de ce truc. Et si on dit ça, ils ont mis au point le marché du pesticide, le marché d'engrais chimiques, le marché de tracteurs, le marché. Qui a intérêt à vendre ça? C'est eux. Parce qu'ils savent que nos systèmes semenciers résistent à tout ça. Ils n'ont pas besoin de pesticides, d'engrais chimiques, ceci, rien, avant de prospérer. Ça veut dire qu'ils veulent créer un marché ici et éliminer les autres. Je vais vous dire les choses. Je ne parle pas d'abord de l'ANES. M. Tossola dit beaucoup de choses. Et je complète seulement ce qu'il a dit en disant que si on prend d'abord l'UPOV 91, première édition de 1961, 72, 78, la plus compliquée et la plus exclusive, c'est l'UPOV 91. Et ce document-là a 44 articles. Le Bénin, avant d'adhérer, doit fournir gratuitement 15 de ces variétés. Il donne. C'est une obligation. Ensuite, vous devez fabriquer une loi nationale qui réponde aux aspirations de l'UPOV 91. Et c'est lorsqu'on va voir que la loi est conforme à ce document de l'UPOV 91 qu'on peut admettre le Bénin à rentrer dans ceci. Alors, n'y a-t-il pas d'avantage à être dans l'UPOV 91? L'avantage... Il n'y a que des inconvénients? Il y a, pour nous, là. Oh, bon, si je parle ici, on va dire que, ah oui, il fait ceci, il fait cela. Les chercheurs, les centres de recherche savent que lorsque l'UPOV vient ici, là, ils vont disparaître. C'est clair et net. C'est clair et net. Parce qu'on ne les compte pas. On voit que eux là, ils ne comptent pas quoi. C'est les autres, parce qu'ils ne viennent pas seuls. Ils ont leur centre de recherche, ils ont leurs chercheurs, et c'est eux qui disent ce qu'on doit faire. C'est ça le problème. Ils doivent le savoir. Deuxième chose. Alors si vous permettez, M. Sako, oui, j'ajoute. Oui, si vous permettez. L'État est quand même garant, on va dire, de la sécurité nationale sur tous les plans. Et donc, si l'État décide d'intégrer l'UPOV 91, c'est certainement en conséquence. Je vais vous dire. Évidemment, en ayant une pleine et entière conscience de ce qu'il est en train de faire et en tenant compte, évidemment, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Certainement que ça a été réfléchi, ça a été documenté. Il y a forcément eu des consultations. Allez a posé une question ici tout à l'heure. Il a dit, et moi je l'ai bien écouté, lorsqu'on parle de l'UPOV, l'UPOV profite à qui? Ce n'est pas aux États. Les États ont des pressions. Ils ont des pressions. Ils ont des pressions. Si tu ne prends pas ceci, je ne te donne pas cela. C'est ça. Et ils savent aussi que ces systèmes ne profitent pas
Si on a parlé le coton, qui a amené le coton? C'est le peuple qui a amené le coton. Et nous sommes devenus les premiers. 700 000 tonnes, c'est le peuple qui a amené ça. Au contraire, le pays qui était premier et qui a adopté les OGM a chuté. Burkina Faso. L'exemple est devant nous, non? L'exemple est devant nous. Et a chuté jusqu'à présent parce que nous avons vanté des promesses, premier rendement, la qualité de la fibre, de ceci. Au finish, les rapports publiés partout on montre que la fibre est devenue rabougrie. On a beaucoup de coton, mais on n'a rien. La qualité est dépréciée, le tonnage est tombé. Et depuis ce temps, le Burkina est relégué à 10e, je ne sais pas, là-bas. Et c'est le Bénin qui prend. Vous voyez, c'est ça. C'est pour dire qu'on ne peut pas voir ce qui est écrit sur les papiers pour dire que oui, le pauvre est tout. Ce que nous voulons là, nous voulons être libres de notre alimentation. D'accord. Nous voulons être libres de manger ce que nous voulons. Parce que si le peuple vient ici et qu'on doit produire les semences rien qu'avec des pesticides, engrais chimiques, est-ce que le citoyen aura le droit de choisir son alimentation? Est-ce qu'on doit condamner tout le monde à consommer ce qui est fabriqué avec pesticides et engrais chimiques? Non, nous devons avoir le choix de notre alimentation. On ne peut pas accepter que... Ça, vous l'avez dit, on a entendu. Voilà. On va permettre aussi à... Tout à l'heure, vous parlez d'OGM, vous dites que... Enfin, pour moi, quand on parle d'OGM et qu'on dit que d'office, que tout est négatif, pour moi, ça me surprend. J'ai parlé des OGM dans, je suis précis, je circonscris mon domaine. Dans l'alimentation, dans l'environnement et la biodiversité, la santé, les OGM ne valent rien. D'accord. C'est moi qui dis ça. Je l'assume. Est-ce qu'on va rajouter... J'ai dit je l'assume. Est-ce qu'on dira je vais plus loin. Monsieur Sabo, si vous permettez, allez-y William. Pour moi, quand on parle d'OGM et qu'on dit d'office que tout est négatif, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, l'OGM, quelque part, c'est quand même une évolution scientifique. Est-ce que tous ces scientifiques, tous ces laboratoires que nous avons sur le campus d'Abou Calavi, qui travaillent sur les gènes pour augmenter le rendement, sont aussi bêtes pour dire que tout est mauvais? Moi, je ne pense pas. Je prends l'exemple, par exemple, du pain de sucre, ananas, pain de sucre. Mais les gens travaillent sur ça. Et aujourd'hui, on a vu le rendement. Est-ce que là aussi, on parlera d'OGM? C'est OGM, ça? Mais là aussi, bon, je ne sais pas moi, je demande. Non, je demande si c'est OGM. On va faire la confusion. Non, c'est pas la confusion, mais les OGM ne sont pas ananas dont vous avez parlé. Non, j'ai dit. Le greffage, c'est autre chose. Pour moi, quand on prend comment dire, une plante et qu'on travaille sur les GM. Ne mettez pas la confusion dans les populations pour dire que je dis que ananas, c'est OGM. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Donc on est obligé d'expliquer. Non, je n'ai pas dit ça, monsieur Sam. Les OGM là. Voici ce que nous disons. Encore qu'aujourd'hui, il y a des OGM de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on part. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'il y a un cotonnier, il y a une espèce d'insecte, par exemple, qui sécrète à lui-même un insecticide à partir duquel il se protège. Et ça, c'est le Bacillus thuringiensis, qui est issu d'un être animal. Ils ont dit que, comme le cotonnier est obligé de traiter le coton 6 fois, 8 fois au cours de son cycle, nous allons prendre ce Bacillus thuringiensis qui est sur ce ver de terre qu'on a vu là et incorporer au gène du cotonnier. Et ça, on n'aura plus besoin d'aller traiter le cotonnier. Le cotonnier lui-même se suffira à se traiter en cas d'attaque. C'est ça. Ça veut dire qu'on a quitté l'espèce animale pour venir à l'espèce végétale, pour aboutir à ce qu'ils disent à un truc nouveau. La barrière d'espèce, c'est qu'elle est brisée. C'est ce que nous disons, ce n'est pas du greffage. Ce n'est pas la biotechnologie que vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez le tchakpalo, c'est de la biotechnologie classique, conventionnelle, administrée par tout le monde. Ici, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mettre la confusion dans les gens. Et je vous dis, c'est-à-dire, c'est à la naissance que les Nations Unies ont vu que ce type de fabrication-là est générateur de risques. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Pour la biodiversité. Et la vie, on dit la santé.
Monsieur, c'est ça. Monsieur Sabo, D'accord. Oui, on maintenant, ne sème pas la confusion dans la tête de personne. Mais je voudrais vous dire, monsieur Sabo, que quand on parle d'OGM, tout n'est pas négatif. C'est tout ce que je veux dire. Moi, j'ai dit ça. Mais c'est ce que vous... Monsieur, J'ai dit. Messieurs, si vous permettez, Oui, on va faire un petit break. On va faire un petit break pour retrouver Stanislas Lincoln parce que nous avons posé la question à nos amis internautes. Et oui, on va revenir à vous. Vous aurez la primeur dès que nous aurons fini donc de faire le tour d'horizon de la toile. Comment, selon vous, booster la production agricole sans utiliser des semences génétiquement modifiées? Voilà la question, la simple et unique question que nous avons adressée aux téléspectateurs. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Herman Amengan, bonjour à chacun et à tous. Est-ce que le débat est aussi chaud sur la toile que sur la oui, ça opine là-bas fort, comme monsieur, comment on l'appelle déjà, Sabo, voilà, le défenseur de la nature le fait ici, les internautes aussi le font là-bas, et eux, ils proposent... Et ils proposent, entre autres, la formation des agriculteurs, des cultivateurs. Donc, ils proposent aussi la diversification agricole. Il y a d'autres qui ont dit qu'il faut aussi développer la filière, le sous-secteur qu'ils ont appelé d'ailleurs, Rodrigue Herman Amengan, sélectionneur, améliorateur de semences. Ce qui serait sous-développé au Bénin et en Afrique, ont-ils dit. Et c'est ce que nous allons voir à travers les différents commentaires que vous nous proposez. Exactement. Et la première suggestion nous vient de notre ami Segbidi Dorothée Assou. Il affirme, pour booster la production agricole sans utiliser des semences génétiquement modifiées, il va falloir pratiquer la rotation des cultures, mettre en jachère des terres, mais il faut assez de terre pour le faire une gestion intégrée des ravageurs, pratiquer une irrigation efficace à cause des changements climatiques, opter pour la mécanisation agricole. Enfin, il faut aussi former les gens à des filières agricoles. Pour Dorothée Assogba, il suffit de fertiliser le sol à base de déchets naturels. Mais la question, Rodrigue Herman Amengan, comment obtenir ces déchets naturels? Notre ami Dorothée propose, il suffit que le gouvernement discute avec des acteurs agricoles locaux et crée dans des régions, chaque agricole, des zones de collecte de déchets. Ces déchets vont être transformés en engrais naturels, propose notre ami Fréjus Wenoté. Assure qu'il faut faire l'étude de la terre sur laquelle on veut semer. Cela va permettre de connaître la composition de la terre et savoir quels produits il faut y semer. Par exemple, la terre qu'il faut pour le maïs n'est pas ce qu'il faut pour le coton, ni pour l'igname ou arachide. Aremou, Ola, jure qu'on peut bel et bien sûr, produire et booster la production agricole sans utiliser les semences génétiquement modifiées. C'est le travail de nos autres sélectionneurs améliorateurs de semences. C'est un secteur de l'agriculture qui est moins développé en Afrique. Si le gouvernement s'investit dans ce sous-secteur de l'agriculture, on est prêt à revenir au Bénin pour aider les agriculteurs. Oui, il faut développer des semences améliorées en associant la sélection conventionnelle et l'utilisation des marqueurs génétiques, souligne notre ami Bokor Roland Caliste. Le choix des deux plantes à croiser pour cette sélection doit être très rigoureux en amont. Opter pour des engrais non chimiques qui protègent la vie et les propriétés du sol, comme l'a signifié Sabo. Par exemple, aux États-Unis, les abeilles sont importées au champ pour maximiser la fécondation des fleurs et accroître la production des arbres fruitiers. Bref, pas de standard, mais chacun agit, conclut notre ami. Merci beaucoup à vous, mon cher Stanislas Lincoln. Apparemment, ce sont aussi des francs-parleurs sur la toile, des connaisseurs qui savent de quoi il parle. Alors, Alain Tosunon, juste avant de vous laisser... C'était le cri même. Non, j'avais promis à Alain. Stan, merci beaucoup. Merci d'être passé. Alors, Alain Tosunon, avant justement de vous laisser dire ce que vous avez envie de dire, j'ai quand même envie de vous poser une question. Est-ce qu'on peut faire de la variété améliorée, des semences sélectionnées, sans modifier les gènes? Bon, c'est même la base. C'est pas possible. C'est même la base. Maintenant, comment on le fait? Comment on procède? C'est pour ça que, en fait, ceux qui défendent la biodiversité disent qu'il faut toujours respecter cette frontière entre les espèces végétales et les espèces animales. Or, ce qu'on observe dans la plupart des cas avec les espèces modifiées, c'est que véritablement, cette frontière-là n'est pas respectée. Est-ce que vous voyez? Et c'est là tout le risque. Parce qu'à partir du moment où
la frontière n'est pas respectée, vous savez, il y a une augmentation de risque. Il y a une augmentation de risque parce que si vous amenez une espèce dans un milieu inadapté, c'est clair qu'il y a des risques que vous n'allez pas maîtriser. Même si vous prenez des dispositions pour véritablement contrer cela, ce n'est pas toujours évident, surtout lorsque chez nous, on n'a pas cette réactivité, cette pro-réactivité-là. Et c'est pour ça que justement, sur la question donc, par rapport à l'adhésion à l'UPOB, certains pensent qu'il faut déjà, que les pays se préparent. Donc, il faut un travail de sécurisation donc, de nos semences. C'est un préalable pour aller vers l'UPOB. Parce que si on ne fait pas ce travail d'inventaire, parce que vous avez au niveau des paysans une diversité donc, de semences aujourd'hui qui ne sont pas... Il faut au moins les connaître, il faut les documenter. Et en plus, quand on a fini de faire ce travail d'inventaire, il faut aller les breveter. Et ça a un coût. Qui va supporter le coût? Donc, les États, est-ce que nos États sont prêts à s'investir pour faire ce travail-là Il faut breveter. Mais quand on aura fini, maintenant on peut dire, allons voir sur le marché ce qui peut nous intéresser. Quand on va sur le marché, on ne prend pas tout. Parce qu'on va vous proposer tout. Mais les enjeux économiques derrière, c'est que ceux-là qui soutiennent donc cette convention, c'est qu'ils sont là, ils vont écraser nos États, ils sont plus puissants que les États. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que certains disent, au lieu que ce soit un mouvement individuel de chaque État, ce mouvement-là doit être collectif. Et on doit se dire à quel moment véritablement on va y aller. Donc il faut faire un travail en amont. Et je ne pense pas, parce que l'évaluation a été faite au niveau des premiers pays, je l'ai dit ici, qui ont adhéré, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas d'avancée réelle. Parce qu'on attend surtout, les investissements étrangers pour développer les industries donc de semences dans les pays. Mais ce qu'on constate, c'est que ce sont les grandes firmes qui viennent encore installer leurs industries dans nos pays. Et pour écraser les institutions de recherche qu'on avait déjà. Et qui manquent souvent donc, de moyens. Donc, est-ce qu'on aura la capacité d'affronter ces grandes industries de semences? Donc, je pense que nos institutions de recherche seront broyées parce que nos États peinent à financer ces institutions de recherche. L'autre problème que ça peut créer, c'est qu'au bout du rouleau, la qualité recherchée à travers cette création de nouvelles variétés, parfois n'est pas au rendez-vous. Cette qualité n'est pas souvent au rendez-vous parce que la recherche a été faite sur d'autres terres, dans un autre milieu. Et maintenant, on va comment on appelle, ramener ça dans des milieux qui ne sont pas souvent adaptés. C'est vrai que nous sommes ici sur la question de la recherche et qu'on peut l'affiner, mais les premières expériences ont montré qu'effectivement, que dans nos pays, avec ces nouvelles semences, ces nouvelles variétés, très souvent, c'est que la qualité n'est pas souvent au rendez-vous. Et je crois qu'aujourd'hui, si on tient compte du fait que c'est le système informel, quand je dis système informel, c'est-à-dire que les semences des paysans qui nous nourrissent, est-ce qu'on va prendre le risque d'aller vers ce marché sans véritablement sécuriser ce que nous avons? Parce qu'aujourd'hui, on se nourrit de ce que les paysans font. Alors, d'aucuns pensent qu'effectivement, il faut limiter cela aux cultures de rente. C'est-à-dire que nos pays disent, bon, d'accord, on va, mais voilà, on va juste aller chercher des semences pour les cultures de rente. Mais très souvent, on sait très bien que ça commence par là et après, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Très bien. Voilà. Allez, messieurs, merci pour vos... Il faut féliciter Alain pour ce qu'il a dit. Il faut le féliciter. Bien sûr, c'est ce qu'on fait déjà. Non, il faut que les gens écoutent. C'est le manque d'écoute. Parce que notre démarche, c'est ça. Nous présumons que c'est parce que les gens n'ont pas la bonne information qui se lancent dans des choses qui ne nous arrangent pas. Peut-être qu'ils ont aussi la bonne information et qu'ils ont également eu à faire des arbitrages. On ne dirait pas ça. On ne dirait pas ça. Pour nous, là, député qui va voter ne sait pas. Le ministre qui fait ça ne sait pas. Même le président de la République ne peut pas tout connaître. Donc, il faut informer aussi, autant que possible les uns et les autres afin qu'ils... Moi, je voudrais ajouter ceci à ce qu'il a dit, si vous le permettez. En 30 secondes, chrono. Vraiment 30 secondes. Bien sûr, parce qu'il y a un deuxième sujet à aborder. Le temps est totalement parti.
Et vous ne voyez pas que le sujet dont nous parlons ici est plus important que Déjà, les secondes, là, c'est clair, déjà, monsieur Sabou. Allez-y. Dès qu'on a fini de manger le riz, on ne peut pas manger du riz sans poisson. Justement, allez-y vite, monsieur Sabou. Il faut aussi parler de la production halieutique. C'est ça. C'est qu'il faut que les gens comprennent que ce que nous disons ici, c'est dans l'intérêt du pays. C'est dans l'intérêt du pays. La multinationale ne fait rien sans son intérêt caché. C'est d'abord son intérêt. Ce n'est pas le nôtre. Il faut le savoir. Ensuite, moi je voudrais dire, le système de protection existe dans le monde entier. On parle du système de protection sui generis. Et sans fausse modestie, nous, organisation de la société civile depuis 3 ans, nous avons fait une proposition de loi sui generis qui puisse aider à protéger d'abord nos semences avant de prétendre aller à l'épreuve. La loi est chez nous. On l'a même envoyé à qui de droit. Je ne sais pas s'ils en ont fait. L'autre chose qu'il faut dire, la France, qui a soutenu l'UPOV depuis 1961, n'a adhéré à l'UPOV qu'en 2012. Après avoir pris toutes les dispositions pour protéger d'abord son patrimoine semencier, sécurisé. Je ne vais pas dire breveter, mais j'utilise le terme de sécuriser pour que plus rien n'arrive ici. Ici, il semble que notre système est un peu faible. Fragile. De recherche. Parce que si vous ne faites pas l'inventaire et dans votre catalogue déjà, tout y soit, et que le peuple vient ici et voit des semences qui ne se trouvent pas dans votre catalogue, le peuple prend ça, s'appuie sur votre territoire. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais ce travail de recherche doit être fait pour ratisser l'âge et voir tout ce qui peut se trouver dans notre patrimoine semencier et cataloguer avant de dire on y va. Notre plaidoyer, si vous voulez, je vais me mettre à genoux pour le chef de l'État. Il a déjà sécurisé les terres pour les paysans. Il a fourni de l'eau pour les paysans. Va-t-il exclure les 80% de petits paysans qui nous donnent à manger? Va-t-il déposséder les petits paysans de leur patrimoine semencier a dit qu'on fait ceci, on fait cela? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il aime le beau, le bon, et veut être à bon nom en 2026. Nous, notre manière de l'accompagner à devenir à bon nom, c'est ce que nous disons ici. On n'a aucun intérêt. Je ne suis pas semencier, je ne suis rien du tout, mais nous parlons dans sa troisième oreille. D'accord. Pour qu'il nous écoute aussi. Je pense qu'il vous a totalement entendu. Merci. Je l'espère en tout cas. Allez, messieurs, on en vient à présent au second sujet, bien sûr, en débat, parce qu'il y a 2 sujets aujourd'hui sur lesquels il faut opiner. Il s'agit du secteur halieutique et du défi de la production. On a 7 minutes chrono. Donc, il faut optimiser le temps, très cher franc-parleur. Donc, de la matinale du 5/7 matin. Allez, aujourd'hui, les bacs reviennent, on l'a rappelé à suffisance, de plus en plus vite, entre la concurrence des chalutiers étrangers et la pollution. Voilà, c'est difficile aujourd'hui de trouver du poisson. Tout à fait. Je partirai de l'exemple béninois. Aujourd'hui, on a besoin d'au moins par an de 220 000 tonnes de poissons. C'est une estimation évolutive pour notre pays. Et aujourd'hui, on ne produit que 80 000 tonnes. Cela voudra dire que le gap, ça veut dire 140 000 tonnes qu'on a besoin. Donc, ce gap, on le retrouve où? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez même dans des régions où, je prends la vallée de l'Ouémé, les gens consomment que des poissons venant de l'extérieur, congelés. Donc, c'est une question primordiale. Et je me dis, les gens vont me dire même que d'ici là, qu'on manquera d'aliments poissons. Parce que les poissons, c'est démontré que c'est avec les poissons qu'on les nourrit. Sans aliments poissons, on ne peut pas avoir de poissons. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que le pays a demandé qu'on développe la production du soja pour remplacer l'aliment poisson, permettre à ce que les pisciculteurs puissent avoir de l'aliment pour nourrir les trucs. Mais l'autre chose aussi, c'est par rapport j'oublie le nom, les petits poissons, comme vous appelez ça là. Les manufrétins, les alevins. Ça manque. On n'en a pas dans notre pays. Voilà autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on sait que la première source de protéines, ce sont les poissons. Vous avez parlé par exemple de la concurrence des chalutiers qui viennent ramasser tout. Quand on prend l'exemple toujours de notre pays, on n'a pas assez d'équipements pour pouvoir pêcher tout ce que nous avons dans la mer, enfin dans les océans. Voilà autant d'obstacles pour notre pays. Qu'est-ce qu'on fait face à ces difficultés?
Est-ce qu'il faut se taire? Il faut quand même qu'on puisse bouger les lignes pour trouver quand même des protéines pour nourrir la population. Que propose justement Alain Tosso? Mais justement, pour moi, sinon pour moi, je dirais... Ils portent la voix de William. Pour moi, je dirais il faut donner plus de moyens aux aquaculteurs, enfin les pisciculteurs, les étangs, piscicoles. Les gens ont des étangs, mais ils n'ont pas d'alevin à faire développer leur étang. Qu'est-ce que l'État fait pour les aider dans ce sens-là? Je dirais que l'État fait certainement des choses, mais il manque des choses. Il manque des choses. Voilà. D'accord. Allez-y, Alain. Que faut-il faire? Malheureusement, c'est lui qui est souvent malheureux s'il y a moins de poissons, parce que moi j'aime bien la viande. Mais lui, il ne saurait en être autrement d'un prince poisson. Mais bon, on a besoin aussi du poisson, même si on aime la viande, parce qu'il faut diversifier. On revient à la diversification. Donc, je crois que c'est important de rappeler que nous avons quand même un potentiel, mais qui n'est pas valorisé. On a un potentiel. Le problème, c'est que on a dégradé donc tout ce qu'on avait. Parce que quand vous allez dans nos ressources, dans les plans d'eau, on a, avec la pollution par les déchets solides ménagers, avec la pollution par tout ce qu'on connaît aujourd'hui, on se rend bien compte que, en fait, on n'a plus. Donc, et nous avons un instrument d'action très important, c'est la loi sur la pêche. Donc, revenons à l'application de cette loi-là pour que nous puissions combler ce gap-là qui, aujourd'hui, fait défaut. Parce que vous avez l'utilisation des engins prohibés. C'est tout ça qui a contribué à tout ramasser. Et aujourd'hui, on n'a plus. Et maintenant, il faut organiser. Parce qu'on devient de plus en plus nombreux, donc la demande devient de plus en plus forte. Et donc, il faut organiser. Est-ce que c'est tous les jours il faut aller pêcher maintenant? Je crois qu'il faut organiser cela. Donc, il faut véritablement une bonne politique publique en matière donc, de pêche pour savoir comment on organise les pêcheurs pour qu'on retrouve la population de poissons, que ça revienne. Ailleurs, les gens le font. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit le nombre de jours de pêche. On reconvertit donc les pêcheurs à d'autres activités en attendant que ça se reconstitue. Et après, on fait appliquer la loi, on dit les engins donc prohibés véritablement sur. Parce que si vous venez, vous raclez tout, si vous amenez des moustiquaires pour faire la pêche, c'est que vous allez tout prendre. Si vous amenez des chalumeaux, voilà, donc tout ça, on sait très bien ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut revenir à l'application de cette loi sur la pêche et trouver les moyens de reconvertir les pêcheurs à d'autres activités génératrices de revenus pour que la pression sur cette population-là puisse diminuer. L'autre chose, c'est que on parle des chalutiers qui viennent au niveau donc, de nos côtes. C'est que nous-mêmes, on ne connaît pas le potentiel qui est là. On ne connaît pas le potentiel qui est là. Il faut donner les moyens à l'Institut de recherche océanographique pour intensifier la recherche, pour savoir... D'aller en mer. Aller en mer et savoir qu'est-ce qu'on a dedans pour aller chercher en haute mer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas un pays comme la Mauritanie ou comme le Sénégal et autres, où on a beaucoup de poids, mais on en a quand même. Mais le potentiel qu'on a là, est-ce qu'on le connaît suffisamment? Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller le connaître? Parce que on sait très bien, dans les livres, c'est bien dit, que ce qu'on a en mer, là, ça peut nourrir toute la moitié de la population du Bénin. Mais on ne connaît pas encore ce qu'on a. Très bien. Monsieur Sabo, sur le sujet, le défi de la production halieutique dans notre pays. Moi, je suis obligé de parler. Parce que lorsque tu cries, tu ne dis rien, les gens ont les oreilles, même pas t'écouter, il vaut mieux en rire. C'est pourquoi moi, je risque maintenant par rapport à ça. C'est deux choses. On a parlé de... C'est mon ami qui a dit ça. Il a dit, il n'y a pas d'alevin. Les alevins, là, c'est les semences. C'est de ça que nous venons de parler. C'est les semences. Si nous-mêmes, nous prenons notre bouche pour dire qu'il n'y a pas semences, les gens vont nous amener leurs semences. Parce que ces discours, on sait d'où ce qu'on veut dire. Là.
Derrière ces discours, les actes qu'on veut poser, on connaît ça. C'est pour se lancer dans l'importation des semences. Et quelles semences? Des semences dont tu n'as aucune connaissance. Et je me souviens d'un film qui s'appelle La pêche du Nil, dans le lac Victoria. Bon, il y a eu des débats dessus pour dire, c'est pas... On a vu que on envoie une espèce de poisson dans un lac et le poisson devient envahisseur et empêche toutes les espèces autochtones de se développer. Je ris parce que nous ne savons pas les actes que nous posons aujourd'hui. Ça va nous rattraper. Nous allons passer dans les projets, nous allons passer, mais nous creusons la tombe de nos enfants. Notre existence ne peut jamais compromettre l'existence de la génération future. Nous devons étudier. La Côte d'Ivoire a étudié une sorte de tilapia, Nilotica. Vous allez voir si vous voyez les pavis là. Regardez sur les opercules ici là. C'est couleur noire. Ils ont vu que c'est une carpe excellente qui se développe dès qu'on s'occupe un peu de son élevage. Mais pourquoi les sociétés sont à côté et nous faisons à notre tête? Ce n'est pas bien. Nous savons toutes les causes, les difficultés auxquelles sont confrontés nos pêcheurs et nos plans d'eau. Mais au lieu de penser loin, on pense tout de suite. Parce qu'on sait que c'est moi qui suis là. Si je suis là, je développe des projets de 3 ans qui vont m'enrichir, je m'en vais. Et au fur et à mesure, c'est comme ça. Il ne faut pas dire que d'accord. Les gens savent. On est d'accord. Oui, les gens savent. D'accord avec vous. Non, les gens savent que On est d'accord sur le Nokoué, l'AME et tout ça, les gens se déplacent tous les jours avec des bidons d'essence. Des bidons d'essence. Ils le savent. Ils savent qu'il y a une période où les pirogues ne peuvent même pas circuler sur le plan d'eau à cause de la jacinthe d'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On ne fait rien. On observe. On est là. Bon Dieu va amener les solutions. Tant que nous serons dans cette position, ça ne marchera pas. D'accord. Mais je dis ceci. Vous savez aussi qu'au niveau de la mer, ce qui se passe, on n'a pas de grands enjeux. Mais il y a un accord qui vient d'être fait. On a parlé de l'accord ici. Et les gens peuvent travailler en coopération avec d'autres pays côtiers qui ont les moyens pour co-gérer, gérer en coopération, en collaboration les ressources que nous avons. Nous pouvons nous mettre en collaboration avec ces États-là qui ont plus de moyens que nous pour aller explorer, voir ce qui se passe au niveau de nos côtes, nos richesses et tout ça. On ne voit pas. Mais les chercheurs sont là. Les centres sont là et ne sont pas occupés. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y a pas de moyens. Mais il y a des moyens pour faire autre chose. D'accord, très bien. Merci, M. Sabo, d'être passé sur 5 sur 7 matin, dire ce que vous avez dans le cœur. On n'a pas fini de dire. Vous n'avez pas fini de dire. Malheureusement, le temps est fini. Malheureusement, le temps est fini. Merci, Alain Tossunon. Merci également à William Apollinaire Touki. Allez à suivre dans les prochaines minutes les sports de Hugues Tossunon au menu du foot, du cyclisme et du marathon. Et on reviendra juste après pour la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.